Et votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama dans la grande interview, c'est Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, donc directrice de l'IFRAP. On rappelle ce livre, évidemment, il est toujours disponible. Ah oui, Il plus que jamais. Il est pas en plus que rupture de jamais. stock. Ce que Pas doit encore. faire le prochain Ça va président, venir. c'est chez Albin Michel. Bon, votre favori, enfin en tout cas le programme de François Fillon, il avait vos faveurs, on a à peu près bien compris. Il est éliminé. Alors est-ce que comme le patron du MEDEF, il y a un second choix, c'est Macron, c'est votre second choix? On n'a pas vraiment le choix. Est-ce qu'on a le choix? Le sujet, c'est de ne pas casser la croissance, c'est de ne pas générer plus de chômage, c'est de ne pas générer plus de déficit et plus de dettes. Donc le programme d'Emmanuel Macron, on l'a évalué dans un modèle économétrique. C'est vrai qu'il n'est pas pire que ce qui se passerait si on ne faisait rien. Donc voilà, il faut y aller. Avec Marine Le Pen, on va vers plus de dettes, plus de chômage, plus de déficit. Bon, et la France ne peut pas se permettre 5 ans de demi-mesure. C'est ce qu'a dit hier Pierre Gattaz, le patron du MEDEF. C'est le risque pour vous avec Emmanuel Macron, c'est qu'on soit dans la demi-mesure? Bah oui, c'est le risque. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il propose une baisse de dépenses, il propose aussi une hausse de dépenses. Chaque fois qu'il propose une baisse d'impôts, il propose un peu en face une hausse d'impôts. Donc quand on fait le bilan, il ne se passe pas énormément de choses si on considère qu'il va appliquer son programme. Mais en réalité, ça va être beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il va être sûrement président de la République. En face, est-ce qu'il aura une majorité? Non. Alors, on ne sait pas. Il y a le fait présidentiel en France. Les Français ont toujours donné une majorité au président élu. On ne sait pas. Pas spéculer. Mais a priori, ce vers quoi on va aller, c'est peut-être un peu des réformateurs de tous bords. Alors, ça peut être une chance aussi pour la France, parce qu'on peut avoir tous ceux qui ont envie de faire bouger les choses, qui ont envie de réformer. Surtout si ce sont des réformateurs de droite, hein, je vous vois venir. Mais non, mais des deux côtés, parce que la réforme, elle n'est pas spécialement à droite, elle peut être à gauche aussi. Quand on regarde ce qu'ont fait les autres pays, les pays scandinaves, l'Allemagne, le Royaume-Uni, beaucoup ont été réformés par des sociaux-démocrates qui n'étaient pas spécialement conservateurs, qui n'étaient pas spécialement de droite. Pourquoi est-ce qu'ils ont pu le faire? Aussi parce que ces sociaux-démocrates, ces partis-là, se sont beaucoup réformés, ont réformé leur vision de l'économie, des prélèvements obligatoires. Je rappelle quand même que la Finlande, là, elle vient de passer derrière la France en termes de dépenses publiques. Ça y est, on est les premiers. Donc, il est temps de se réveiller, pour les sociaux-démocrates en tout cas. Et en même temps, pour prolonger ce que vous dites, Marine Le Pen, je crois que c'était hier soir dans le JT de 20h de France 2, elle a dit, avec Emmanuel Macron, eh bien, la France deviendrait ultra-libérale. C'est ce qu'elle a affirmé. Alors on se dit quand même, on est entre l'absurde, la contre-vérité. Quelle est la part de réalité de dire que la France est libérale et tendrait à devenir ultra-libérale avec Emmanuel Macron? Si la France est libérale, alors là, j'apprends quelque chose. Non mais déjà, regardons les chiffres. 57% de dépenses publiques par rapport au PIB. 10,5 points de plus que les pays de la zone euro. Ah, j'ai encore mieux que ça. La France, c'est 1% en termes de démographie, on présente un peu moins d'1%. L'économie française par rapport au monde, c'est 3%, mais c'est 15% des transferts. Des dépenses sociales. Des dépenses de sociales. protection sociale. Oui. On pèse 1% de l'économie démographiquement et on a 15%. Donc si la France est un pays ultra-libéral, non mais pourquoi est-ce qu'elle agite? Il faut cette contre-vérité, c'est une menace totalement fantôme. Je veux dire, il n'y a aucune réalité pour dire que la France est libérale ou ultra-libérale. Et elle le serait avec le programme de Macron. Non, mais en fait, le sujet de ultra-libéral, libéral, c'est toujours pour coller une étiquette, pour dire que ce n'est pas possible en France, que culturellement, on ne va pas pouvoir le faire, que ça casserait notre modèle, etc. Ce qui cassera notre modèle, c'est de ne pas faire les réformes. C'est ça qu'il faut que les Français comprennent. Parce que plus on va aller haut dans la dépense, plus on va aller haut dans la fiscalité, plus on va détruire de l'emploi. Pardon, je vous coupe, mais il y a plus de la moitié des Français qui ont voté au premier tour pour justement plus de dépenses et plus de fiscalité. En tout cas, plus de dépenses et plus d'État. Oui. À chaque fois, vous me dites, mais les Français sont prêts pour les réformes d'essence libérale. Et on voit que plus de la moitié des Français se sont portés sur des candidats qui sont anti-marché, anti-flexibilisation de l'économie, anti-Europe et plus de dépenses. Et est-ce qu'ils ont vraiment voté parce qu'ils adhèrent au programme en question? Est-ce qu'ils y croient? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'ils ont voté par dépit, pour casser le système, parce qu'il y a du dégagisme aussi dans l'air et qu'ils considèrent que les élus locaux, que les élus nationaux ne font pas leur travail. Voilà la réalité. Et qu'ils ne gèrent pas correctement et qu'ils taxent trop, etc. Donc quand vous interrogez véritablement les gens sur est-ce que vous adhérez au programme pour lequel vous avez voté, est-ce que vous pensez qu'il faut 200 milliards de dépenses publiques supplémentaires ou 100 milliards de dépenses publiques supplémentaires ou 100 milliards d'impôts supplémentaires,
En réalité, je ne pense pas qu'ils adhèrent à ça. Je crois qu'ils ont envie de changement, ils ne savent pas trop comment l'exprimer. Maintenant, il faut avoir un gouvernement qui fasse le travail, parce que sinon, on a de gros risques qu'en 2022, ce soit l'explosion aussi démocratique. Alors, vous avez soulevé le capot et passé au peigne fin, radiographié les deux programmes économiques, donc des deux finalistes, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Juste un mot d'abord, comment vous qualifiez, s'il fallait résumer en une phrase, le programme On fera pareil pour Marine Le Pen et Emmanuel Macron? Parce qu'il y a un mois, vous étiez sur ce plateau, vous m'avez dit, il n'a pas encore dévoilé toutes ses cartes, Emmanuel Macron. Ça y est, on y est, il a tout dévoilé. Comment vous le qualifiez, son programme? Comment vous le résumez? Je dirais que sa ligne, c'est une ligne sociale libérale. Voilà, ouais, okay. C'est ça. Bon. Après, ce n'est pas une ligne de réforme structurelle. Donc, ce n'est pas un changement de modèle, véritablement. Est-ce que, derrière, il a un autre programme beaucoup plus ambitieux? Je l'espère. En tout cas, c'est tellement de le dire, hein. La campagne présidentielle, ça sert à ça. Hein. Oui, mais on a vu que son objectif, c'était plutôt de dire qu'il avait une vision, qu'il présiderait et que le gouvernement ferait le job. Et on ne sait pas encore quel gouvernement. Donc il aura un programme caché selon vous, qu'il mettra en œuvre une fois qu'il est élu, alors qu'il n'a pas reçu un mandat pour ça? C'est la vision optimiste. Il faut rester optimiste aussi. Il faut se dire qu'il y a des possibilités de faire bouger les choses et il ne sera pas seul. Il aura vraisemblablement dans son gouvernement des composantes qui viendront d'univers différents et qui auront envie qu'il y ait des choses qui se passent aussi. C'est ce pourquoi il y a aussi l'avènement de cette nouvelle force, de ce nouveau parti En Marche. Donc Macron, c'est de la réforme tempérée, ouais, c'est de la réforme... Je pense qu'il y a des possibilités pour faire passer des réformes importantes dans le prochain quinquennat, même avec Emmanuel Macron au pouvoir, même avec le programme extrêmement light qu'il nous a proposé ces derniers temps. Après, il va falloir saisir ces opportunités et aussi mettre la pression sur ce prochain gouvernement pour ne pas perdre de temps. Parce que le risque qu'on voit aussi dans ce qu'il dit, c'est qu'il ne croit pas tellement aux 100 jours. En même temps, la loi travail, elle sera par ordonnance flexibilisée en allant encore plus loin dans les négociations en entreprise, sur le temps de travail, tout de suite, dès l'été. Oui. Mais de toute façon, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre. Il faut faire des ordonnances, il faut faire, il vous a lu, alors. Il faut faire des référendums, il faut faire une loi de finances rectificative tout de suite sur la fiscalité, ça, il le fait pas, sur la fiscalité du capital. Il faut aller. Ça sera pour 2018. Jean Pisani-Ferry qui était à votre place, celui qui a conçu le programme, il a dit sur la fiscalité. Avec Macron, il n'y aura rien avant 2018. Mais il faut aller très vite, le plus vite possible, parce que 5 ans, ça passe très vite, et on l'a vu avec François Hollande, quand il a voulu mettre en place des réformes, c'était déjà trop tard, le CICE, le pacte de responsabilité, il y avait déjà eu trop de fiscalité au départ, et ça n'a pas permis de reprendre la confiance. Même question pour Marine Le Pen, avant de rentrer dans encore une fois, ce qu'on peut qualifier de flou, incohérent ou dangereux dans les deux programmes. Comment vous qualifiez le programme de Marine Le Pen? Parce qu'on partout on entend catastrophique, appauvrissement généralisé, c'est vraiment ça qui nous pend au nez? Il est très de gauche sur les questions économiques, en fait, son programme. Il est pour plus de dépenses publiques, il est vraiment sur cette question de retour de la retraite à 60 ans, alors que ça va à l'inverse de tout ce qu'ont fait tous les pays autour. Donc, avec elle, on va vers 115 points de dette par rapport au PIB, on va vers un déficit public autour de 9% du PIB, c'est-à-dire... Mais qui ne serait pas financé, puisque pour le coup... 250 milliards de déficit en 2022, voilà notre modélisation. Donc, c'est clair que c'est tout à fait... si on regarde par rapport à ce que nous proposons à la Fondation IFRAP, c'est-à-dire 100 milliards de dépenses publiques en moins, il y a un écart de quasiment 200 milliards avec ce que propose Marine Le Pen. Et comment on va financer tout ça? Qui va prêter l'argent? On a déjà du mal à emprunter. On n'a pas du mal, on emprunte facilement. La France on emprunte facilement, mais... Parce que c'est maîtrisé. Parce que c'est à peu près maîtrisé, parce qu'on est en dessous de 3%, et qu'il y a l'Allemagne, et parce que la BCE nous a fait une politique hyper accommodante. Qu'elle ne fera pas si Marine Le Pen est au pouvoir. Mais donc on rentre dans une zone d'inconnu. Vous avez bien vu les difficultés là ces derniers temps quand on avait la crainte des marchés sur un match Le Pen-Mélenchon. Alors tout de suite tout s'agitait, les écarts de taux avec l'Allemagne avaient énormément augmenté. Donc très vite ça peut basculer. Vous voyez, donc il ne faut pas croire que quand on emprunte déjà 180 milliards d'euros par an. C'est la France, on emprunte 180 milliards tous les ans, déjà. Tous les ans, déjà. Est-ce qu'on va pouvoir avoir un déficit qui se creuse de 200 milliards? Non mais attends, c'est totalement fou. Donc il y a quand même un gros risque avec ce programme, un gros risque finalement
de plus pouvoir payer les agents, de plus pouvoir payer les retraites, d'avoir les Français qui courent récupérer leur argent en banque, etc. etc. Donc, oui. Dit comme ça fait un peu peur. Mais non, mais ensuite, il y a aussi des choses qui ne sont pas complètement folles dans le programme. Donc, il faut aussi... Sauf qu'il y a l'épée de Damoclès de la sortie de l'euro qui, pour le ça. coup, écrase tout le reste. C'est ça. C'est ça, mais le problème, c'est sortir de l'euro dans la situation des finances publiques actuelles de la France. Suicidaire? Bien sûr. Non mais attends, là, on est sûr d'avoir une augmentation des taux d'intérêt immédiate. Et puis l'histoire récente vous a montré ce qui se passait en Grèce ou ailleurs, hein, si on a envie de vivre la même histoire. Mais nous, on l'a modélisé autour de 10% de taux pour emprunter à 10 ans pour la France. Et c'est déjà des milliards et des milliards qu'il faut dépenser en plus pour la charge de la dette. Donc, ça serait la ruine des épargnants au travers notamment de l'assurance vie. Si les taux passaient à 10%, si on était, les assurances vie vaudraient plus de la moitié de leur valeur au passage. Si on était dans une France avec un commerce extérieur équilibré, avec une croissance importante, avec des comptes publics à l'équilibre, avec un taux de chômage faible, et qu'on se disait que finalement, on n'a pas besoin de nos partenaires européens. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. On est hyper dépendant. Alors, Agnès Verdier, on manque un peu de temps, mais ce qui est flou, on commence par Emmanuel Macron, ce qui est flou, une mesure ou deux mesures, parce qu'on manque de temps, qui sont vraiment floues dans son programme. On posera la même question pour Marine Le Pen. Flou, incohérent et dangereux. Qu'est-ce qu'il y a de flou encore chez Emmanuel Macron? Alors déjà, je voudrais commencer par ce qui est bien. Allez, rapidement, ce qui est bien. Voilà, non, mais ce qui est bien, c'est quand même plus sympa. Donc, la baisse du nombre d'agents. Bon, il n'est pas au niveau de ce que nous, on souhaiterait, autour de 400 000 postes supprimés sur le quinquennat, mais il est quand même à 120 000 et ça va déjà dans le bon sens. Il est le seul à parler du financement syndical. Moi, je pense que c'est un sujet majeur. Je propose dans mon livre un référendum en septembre 2017 sur cette question. Il est le seul à dire qu'il faudrait remplacer les financements actuels par un financement de chèque syndical qui serait fléché par le salarié et qui permettrait de changer la représentativité de nos syndicats, qui aujourd'hui est vraiment très faible. Hein. On est parmi les plus faibles d'Europe. Hein. C'est 23% de taux de syndicalisation en Europe et nous, on est autour de 8%. Et même si la CFDT dans le privé, maintenant, le premier syndicat était le syndicat majoritaire. Oui, mais enfin bon, c'est pas non plus le syndicat parfait qui fait avancer les choses. Le compte pénibilité, c'est la CFDT. Le compte personnel d'activité, c'est la CFDT. Plein de choses qui... Heureusement qu'ils étaient là pour signer les accords aussi, sinon oui, le dialogue social serait plus qu'au point. D'accord, mais sauf qu'il y a des charges administratives en plus qui pèsent sur nos entreprises qui viennent de chez eux. Donc ça, c'est bien chez Macron. Et la question parlementaire, c'est-à-dire le contrôle par le Parlement des dépenses publiques, il en parle un petit peu, peut-être pas assez à mon goût, mais ça va quand même dans le bon sens, la limitation du nombre de mandats dans le temps, le fait que les parlementaires auditionnent les nouveaux ministres pour voir, alors ça m'étonnerait qu'ils le fassent d'ailleurs, pour voir s'ils sont capables d'exercer leurs responsabilités de ministre. Ça va dans le bon sens. Redonner du pouvoir au Parlement est absolument incontournable si on veut faire les réformes et baisser la dépense dans les prochaines années. Ensuite, ce qui est flou, c'est 60 milliards d'économies. 75 à avouer pour le coup Jean Pisani-Ferry, parce qu'il y a eu 15 milliards d'euros de dépenses de campagne nouvelles. Donc il a dit le vrai plan d'économie, c'est 75 milliards. Oui, alors 75 milliards, il n'y arrivera pas en baissant que de 120 000 postes le nombre d'agents, puisque ça lui fait qu'une économie de 3,5 milliards. Il n'y arrivera pas en disant qu'il ne fait pas d'économie sur le système de retraite. Son nouveau système de retraite, d'ailleurs, il est un peu en train de rétropédaler sur ce sujet. Si on ne fait pas d'économie là-dessus, on ne fait pas 75 milliards et ni 60 milliards d'euros d'économie. Donc il va falloir qu'il nous raconte, qu'il nous explique comment il fait ces économies-là. Je pense que là, la documentation, pour l'instant, elle n'est pas sur la table. En tout cas, nous, il ne nous l'a pas transmise et il va falloir l'expliquer un peu mieux. Les 35 heures, il ne nous dit pas vraiment ce qu'il veut faire. Il ne veut pas vraiment en sortir. Il veut permettre des négociations au niveau des entreprises. Là, ça reste aussi flou parce que, par exemple, le temps de travail dans la fonction publique, on sait très bien qu'il est inférieur à 35 heures dans beaucoup de collectivités. Est-ce qu'il le remonte? Est-ce qu'il ne le remonte pas? Pas à l'hôpital. Hein. Oui. Ben donc déjà, voilà. Et comment on fait? Bon, donc là, c'est même si dans les choses bonnes qu'il dit, et ça il faut le souligner aussi, il y a la fin du principe d'unicité de la fonction publique, c'est-à-dire qu'on arrête de piloter au niveau central les augmentations du point d'indice, ce qui n'a aucun sens. Ce qui est incohérent. Bon, incohérent, c'est le chômage pour les indépendants, les artisans, les agriculteurs, ceux qui démissionnent. Pourquoi pas? Non mais attends. Pour les indépendants. D'accord, ok. Les indépendants. Pour ceux qui démissionnent tous les 5 ans, on peut se poser la question, effectivement, s'il ne peut pas y avoir des abus. David, pour les franchement, indépendants, pour les indépendants, libérales. ils sont à combien de taux de cotisation aujourd'hui? Ils sont à 46,5. Dans tous les pays d'Europe, c'est 20, c'est 30%.
qui va cotiser pour que les indépendants aient le chômage? Si c'est eux, mais on emmène les indépendants directement à la faillite, ils ne pourront pas financer. Et donc ce seront les Donc vous voulez salariés. leur rajouter 6,4% ou 4%, ça dépend si on additionne la totalité C'est la hausse de la CSG qui sert notamment à faire ça, non? Ah non, ça c'est pour baisser les cotisations salariales. Donc il a donné aucun chiffrage. Combien ça coûte? Qu'est-ce que ça apporte véritablement aux indépendants? Au contraire, les indépendants, il ne faut pas leur proposer d'aller dans le régime général et de se taper la cotisation chômage en plus. Il faut leur proposer de rester dans le RSI, mais avec plusieurs propositions du RSI pour avoir soit la totalité de la protection sociale, soit un système plus light, moins coûteux, où ils ont peut-être que l'assurance maladie, pour le reste ils s'assurent ailleurs. Il faut savoir qu'ils ont énormément de jours de carence. Il y a beaucoup de réflexions à avoir sur le régime des indépendants avant de leur proposer l'assurance chômage. Je crois que ça n'a aucun sens et c'est même pas ce qu'ils demandent. Ce qu'ils demandent, c'est de payer moins de charges. Bon. Ensuite... On manque de temps. Ce qui est dangereux, est-ce qu'il y a quelque chose de dangereux dans le programme économique d'Emmanuel Macron? On posera la même question pour Marine Le Pen. Ce qui est dangereux, à mon sens, c'est qu'il ne va pas jusqu'au bout sur la question de la fiscalité des entreprises. En fait, il considère que sur le CICE et sur le pacte de responsabilité, on a résolu le problème de compétitivité coût de nos entreprises. Sur les bas salaires, on l'a fait à peu près sur les bas salaires. Non, mais c'est faux. Il reste encore 6 points autour du SMIC, il reste 6 mais points de attendez, charge. David, est-ce qu'on va financer un modèle comme celui de la France avec que des bas salaires? Non. On va financer ce modèle dans les prochaines années, si on arrive à le réformer, avec de la valeur ajoutée, avec des postes qui ne sont pas que de la smicardisation de la société. Et aujourd'hui... Si on veut créer des emplois, faire baisser le chômage, c'est essentiellement sur le travail peu qualifié qu'il y a des créations de postes. Oui, sauf que en réalité, il faut aussi créer des emplois très qualifiés. Oui. Parce que sinon, il faut renoncer totalement tout de suite à notre modèle social. C'est juste. C'est une équation qui est binaire. Et là-dessus, finalement... Il nous dit tout a été fait. Ben non, tout n'a pas été fait. Quand vous faites le ratio, la comparaison entre les charges employeurs France, Allemagne, encore qui pèsent sur les entreprises, vous avez toujours un écart autour de 50 à 60 milliards d'euros. C'est beaucoup ce que dit trop. régulièrement, effectivement. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit aussi sur la fiscalité? Et on passe à Marine Le Pen. C'est la taxation de la production. 61 milliards de coûts de charges sur la production, de taxes sur la production. Là, il ne propose rien. Et alors, sur la fiscalité du capital, il nous dit je fais... Prélèvement libératoire à 30%, ça, c'est très bien. C'est très bien. Inclus, C'est très bien, mais c'est tout à fait ce qu'on soutient. Mais sur l'ISF, il nous dit je fais que la moitié du travail. Est-ce que vous croyez vraiment entre rien fait à faire la moitié, c'est la moitié du chemin. En conservant l'ISF sur l'immobilier, est-ce que vous croyez vraiment que ceux qui sont partis en Belgique, ceux qui sont partis au Luxembourg, ceux qui sont partis en Suisse vont revenir? Ils ne reviendront pas. Donc c'est ça. Et là, il faut aller beaucoup plus loin. On passe à Marine Le Pen. Sur la taxe d'habitation, c'est dommage qu'il ait fait cette proposition parce que c'est 10 milliards d'euros. C'est un coût très important. Vous voyez, 5 milliards l'ISF, 10 milliards d'euros la taxe d'habitation. Je crois qu'il n'y a pas d'enjeu économique là-dessus. Je crois qu'il est plus populaire que l'ISF. Après, c'est un choix politique. Non, mais sur Marine Le Pen. justement, c'est dommage. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a de flou chez Marine Le Pen? Non, mais déjà, regardons ce qu'il y a de bien. Elle dit qu'il faut baisser la dotation des collectivités locales. Elle dit qu'il faut faire un gel quand même des embauches au niveau local. Donc, il y a quand même des choses qui sont pas complètement incohérentes. Elle veut proposer que tous les 5 ans, il y a la possibilité de succession sans payer d'impôts autour de 100 000 euros. Enfin, contre 15 ans aujourd'hui. Donc, voilà. Il y a quand même quelques petites choses qui sont pas mal. Sur le flou, c'est la fusion ISF, taxe foncière. Alors là, on ne sait pas trop à quel taux, comment ça va se passer. Sur les 35 heures, c'est pareil, c'est pas très très clair. Sur le fait de faire passer les indépendants au régime général, alors là, ça va à l'opposé de ce qu'il faut faire parce que, au contraire, ça va leur augmenter leurs charges. Alors que c'est l'inverse. Mais il y aura plus de prestations aussi en face. Une meilleure couverture. On est mieux couvert quand on est salarié que quand on est indépendant. Mais en même temps, les cotisations sont plus élevées, c'est normal. Si on veut... Non, mais si on fait la comparaison internationale, il faut toujours en revenir là. Il y a plus d'indépendants ailleurs. Et pourquoi il y a plus d'indépendants ailleurs? Parce que par exemple, au Royaume-Uni, ils n'ont que 9% de cotisation obligatoire. Nous, on est à 47%. Donc il faut se rendre compte que l'indépendant, il a fait un choix d'être justement indépendant, justement... Il a fait un choix ou pas? On ne sait pas s'il a fait un choix. Justement, mais si, c'est un autre choix de vie, c'est pas les 35 heures, c'est pas travailler 1607 heures par an, c'est travailler beaucoup plus. Les indépendants français, d'ailleurs, sont ceux qui travaillent parmi le plus au monde, parmi les pays comparables. Donc voilà.
Pour l'incohérence. Parce qu'il y a L'incohérence chez Marine Le totale, Pen. c'est l'augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires, la confirmation et la préservation à tout craint du statut de la fonction publique. C'est le fait de retourner à la retraite à 60 ans, je l'ai dit tout à l'heure, avec 40 annuités. Ça va nous coûter énormément, de l'ordre de 18 à 20 milliards d'euros par an. Est-ce qu'on n'a pas cet argent? Donc là, c'est clair qu'on est dans des propositions qui vont à contre-courant de ce qu'il faut faire. Donc c'est dommage et on ne comprend pas bien pourquoi finalement elle fait cette proposition qui ressemble étrangement à celle que faisait Jean-Luc Mélenchon. Hein. Là, il y a une convergence totale. Ben voilà, on comprend maintenant. Et on voit bien quand même que derrière, il y a la préservation des systèmes de retraite publique qui coûtent plus cher, du statut public qui a été réformé partout ailleurs en Europe. Tout ça, ça ne va pas dans le bon sens et ça permettra sûrement pas de faire des économies. Hein. Quand elle dit qu'elle va faire des économies, en réalité, nous, on arrive... L'économie, elle nous dit sur la fraude sociale et fiscale, mais on ne l'a pas attendu et tous les gouvernements cherchent à traquer les fraudeurs. Non, mais la plus grosse économie... Elle attend 50-60 milliards d'euros là-dessus. Mais la plus grosse économie qu'elle propose, c'est en fait le fait de ne plus payer les 20 milliards de cotisations à l'Union européenne. Mais en réalité, on ne sait pas du tout. Si jamais on en touche un morceau. Si jamais on sortait, on n'aurait pas à payer encore une sacrée soulte. Vous voyez bien, même les Britanniques sont en train de négocier là-dessus. Et je pense qu'ils vont avoir quand même une note à payer assez importante. On finit sur ce qui est dangereux chez Marine Le Pen. Ce qui est dangereux... c'est l'euro, on y revient à la sortie de l'euro. Hein. C'est l'alpha et l'oméga. C'est pas la peine de faire un dessin, c'est ça. Et puis alors, on ne sait pas du tout où on va, on ne sait pas l'inflation qu'on aura, mais c'est peut-être 20%. On ne sait pas. Voilà, on est dans l'inconnu. Et encore une fois, je le répète, on n'a pas du tout les arrières assez assurés en termes de. Donc elle ne pourra pas mettre son plan en action, elle ne pourra pas financer toutes ses dépenses si elle sort de l'euro. Si elle y reste, elle ne pourra pas parce que l'Europe l'empêchera. Et si elle sort, personne ne lui prêtera. Oui. Ou alors, ça sera la Banque de France et ça sera dans ces cas-là... Mais on arrive à 3 200 milliards de dettes en 2022, à 12% de chômage. Donc, on est dans une situation terrible. Et puis, tout le monde, on l'a vu, hein, rien que la taxe à 75% de François Hollande, ça a fait partir énormément de ceux qui sont... Elle n'est pas restée longtemps. Hein. Mais le signal envoyé était pas bon. Mais le signal Et vous imaginez le signal sorti de l'euro? Je me rappelle de Will Smith sur le plateau de Pujadas sur le 20h de France 2 quand il découvre cette mesure et il en rigole tellement ça lui semble surréaliste. Donc cette mesure-là a fait énormément de mal à la France. Vous imaginez la sortie de l'euro, la sortie de l'Union européenne, le mal que ça peut faire et ça peut aller très très vite. Donc là, je crois que même dans le propre camp de Marine Le Pen, ils ont compris qu'il ne fallait pas non plus trop en reparler là, dans les prochains jours. Et il y a cette idée de référendum, mais bon, c'est clairement le saut dans l'inconnu et tout de suite, ce serait assez grave. Donc bien sûr... on voit qu'il y a une dangerosité d'un des programmes qui est quand même beaucoup plus importante que l'autre. On l'a à peu près compris. On l'a compris. Après, si on veut vraiment aller chercher la croissance, allez, mot de la fin. Aller chercher l'emploi marchand, développer les entreprises, faire de la France un pays qui soit non pas dans la logique de dire on est dans la décroissance, c'est la fin du travail, etc., mais au contraire, on peut y arriver, on a tous les talents et tout, il va falloir aller beaucoup plus loin quand même que le programme d'Emmanuel Macron. J'espère que ce sera possible entre 2017 et 2022. En tout cas, nous, à la Fondation IFRAP, on fera tout pour influencer dans ce sens. Et puis un livre, d'ailleurs, on le voit, un livre qui va dans ce sens-là, ce que doit faire le prochain président, la méthode, le calendrier, les mesures, c'est chez Albin Michel et c'est signé Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP. Merci Agnès. Merci David.